Et maintenant sur Radio Nébia, Livrons-nous, émission littéraire et débat, où l'on découvre un livre et un lecteur. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains, ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Nébia. Alors, aujourd'hui, dans Livrons-nous, je reçois Clément. Et exceptionnellement, on commencera pas par lire un morceau de livre, justement parce que tout l'enjeu, tout le thème, aujourd'hui, c'est le fait que... bon, je le dis à ta place, mais après, j'imagine... Enfin, après, tu pourras le redire avec tes mots. Mais le fait qu'il y ait tout un tas de livres qui apparaissent théoriques, qui étaient plutôt l'essentiel de tes lectures, et qui aujourd'hui te semblent, ça te paraît trop déconnecté finalement des problèmes bien concrets, sachant que de toute façon dans la littérature c'est toujours à propos de problèmes, quoi. Soit c'est romancé, soit c'est sous la forme d'essai ou quoi, mais de toute façon il s'agit toujours de raconter une perturbation, un système plus ou moins stationnaire. Et du coup, la première question, presque j'ai envie de te poser, c'est quoi ce type de lecture qui maintenant te fait plus bander, quoi, quelque part? Oui, je lisais beaucoup de sociologie, grâce à toi d'ailleurs. Ah oui. Cool. Qui m'avait initié à ce genre littéraire, avec Bourdieu par exemple. Et oui, maintenant je trouve que ça ne parle plus en fait des problèmes auxquels les gens sont confrontés vraiment, ou ont l'impression d'être confrontés. On pourra peut-être en parler par rapport à ces 10 problèmes-là. En pratique, je pense pas personnellement qu'il y ait beaucoup de différence, que ce problème soit réel ou seulement ressenti. Si c'est ressenti comme un problème, c'est problématique en soi. Oui, s'il a un effet, ça lui donne une existence. Voilà, exactement. Si ça perturbe les gens, que ce soit uniquement dans leur tête ou que ça existe vraiment, c'est un problème à traiter pour moi. Et ce genre de lecture-là, je les trouve beaucoup trop déconnectés des problèmes qui sont peut-être aujourd'hui différents de l'époque à laquelle certains livres ont été écrits, par exemple. Mais oui, c'est pour ça que je lis de moins en moins ce genre de livres. J'avais lu un peu plus d'histoire à un moment donné, avec par exemple, c'est évidemment orienté de l'histoire de France, avec par exemple Bainville, par exemple. Oui. Voilà. Que je trouve intéressant, de savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on veut aller, mais qui répondent pas intégralement aux problématiques. Et c'est pour ça que je lis de moins en moins. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu consommes parce que j'imagine que ça te libère beaucoup de temps, tout ça. Oui, beaucoup plus de jeux vidéo. Non, mais c'est pour rien. Enfin, pour moi, c'est pas dépréciatif. Non. Il y a des jeux vidéo qui racontent de très belles histoires. Alors, bizarrement, je consomme beaucoup plus d'écrits, toujours, mais beaucoup plus de papiers qui assument intégralement leur politisation. Par exemple, des livres ou des essais de partis politiques. Parce que je trouve que ça représente beaucoup mieux le ressenti de la population et que ça permet de se donner une bonne idée déjà des problèmes ressentis. Ah ouais, putain, moi je serais tellement pas allé là. Parce que, attends, tu rigoles, en général, les écrits qui viennent de partis, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est souvent des trucs électoralistes ou. Oui, mais ça donne déjà une première idée de comment est-ce que les gens qui peuvent nous diriger cernent les problèmes. Donc déjà, on peut voir ceux qui. Oui, mais c'est un joli pari que tu fais parce que tu les penses pas cyniques à la base. Tu penses que ce qu'ils mettent dans leur papier, c'est... Après, on peut lire leur papier en étant critique et en disant qu'ils nous disent pas tout, voir d'où est-ce qu'ils parlent, leur intérêt, etc. Mais ça peut donner déjà une première idée de ceux qui voient les problèmes, ou ce qu'on ressent comme des problèmes, et ceux qui ne le voient pas, par exemple. Et les réponses qui sont amenées. Ça permet, je trouve déjà, si on reste dans une logique républicaine d'élection, on va dire, de savoir vers quoi regarder dans l'idée de changer vraiment la société. Puisque si on considère qu'il y a des problèmes, ça veut dire qu'on considère qu'il faut changer la société. Typiquement, là, tu touches un peu une remarque que je me suis faite ce que tu disais juste avant. Tu disais, il y a des effets. Et ces effets, s'il y a des effets, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a des causes. C'est qu'il y a quelque chose. Maintenant,
dans tous les cas, là, c'est pendant cette émission, je serai plus présent que d'habitude, parce que c'est comme ça qu'on fait avec Clément. Mais effectivement, t'as pas l'impression que l'apport de ces bouquins théoriques, c'est justement d'avoir une bonne idée des causes dont les effets délétères qu'on constate sont les conséquences, en fait. Alors, et du coup, à partir de là, une fois qu'on a une bonne cartographie du machin, on peut agir plus facilement, plus aisément. Tu sais, moi, je te dis ça parce que dans un des machins que j'ai écrit il y a pas si longtemps, je parle du fait que justement les politiques souvent en fait ont des buts, ont des visions de la société, etc., tu vois, et ils vont, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, je te dis une bêtise, je te dis une trivialité très actuelle, baisser des impôts sur les tranches aisées de la population, d'accord, eh bien, il va y avoir un discours qui va être créé par des agences de com, par des machins, mais tout un discours idéologique pour justifier telle ou telle mesure. Tu vois ? Oui, alors je suis d'accord, j'irai un peu plus loin, c'est plus que... Mais en tout cas, il est pas. Ce que je veux dire, c'est que ce discours-là, il n'est pas basé sur des faits purs, froids, machin. Ah oui, clairement. Il est juste basé sur, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais créer un discours qui va justifier ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, et cette lecture-là, elle peut être amenée par des livres que j'ai lus. Et c'est en ça que je pense que les livres peuvent être intéressants, et je pense que ça doit venir avant, mais que ça doit pas empêcher d'aller après plus vers le concret, vers le réel, mais ça amène aussi des outils. Par exemple, des anciennes lectures, j'en tire une analyse par classe, parce que j'ai lu Marx, j'en tire ta critique, je peux la rattacher en partie à Debord, avec la société du spectacle, ce genre de choses. Et en ça, les livres peuvent être intéressants. Mais ça doit pas rester uniquement sur le papier. La société du spectacle, ok, c'est intéressant. Très bon livre par ailleurs. Mais il faut calquer cette analyse sur le réel actuel. Et c'est là que ça devient intéressant. Si cette transposition dans le réel se fait pas, pour moi, avoir lu avant Debord n'a aucun intérêt en fait. Puisqu'on a lu un outil qu'on n'utilise pas. Il y a Bourdieu qui disait, je prends deux noms que tu as déjà cités, mais il avait une formule à propos de Marx. Il disait Marx est indépassable, c'est-à-dire, par ça, il voulait dire, il est ancré il est historiquement et culturellement situé, si tu veux, donc bloqué dans cet espace, à l'exception de, non, c'est comment qu'il disait, à la condition de le dépasser, je crois. Il disait une espèce de... Il avait souvent des phrases... Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, il est indépassable, mais ça ne doit pas empêcher justement de le dépasser dans la lecture. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir en fait le prendre, l'extraire, et voir s'il y a des choses qui sont toujours actuelles. Et d'autres qui ne le sont plus du tout. Et d'autres qui peuvent ne plus l'être. Par exemple, il y a un gros conflit au Parti communiste... entre très peu de gens et la majorité du Parti communiste. Il faut dire qu'ils sont pas beaucoup. Oui, tu te rends compte, c'est fou, hein. Ah ben, ils arrivent quand même à se tirer dessus. C'est quand même balèze. Non, je pense en particulier, il y a la team Bernard Friot, tu vois, qui dit la force de travail, c'est un concept qui a, en fait, la version bête et méchante d'une lecture marxiste à base de on a de la force de travail et on l'échange contre du capital pour pouvoir, si tu connais Friot, tu connais un peu. Je connais Revenu de base, oui. Voilà, Revenu à l'existence, ou je sais plus comment il appelle ça. Universel. J'aime beaucoup. Non, c'est pas universel, c'est revenu universel d'existence. Ouais, il doit y avoir un truc comme ça, je me rappelle plus, j'ai honte. Mais pour le coup, oui, il a besoin d'abandonner ce truc-là, parce qu'en fait, ce qui qualifie, c'est plus ce qui rémunère dans son type de société, c'est plus la force de travail qui est allouée ou non à de la productivité, mais ça va être une qualification. Ouais. Et du coup, la force de travail devient un concept inopérant. Oui, parce qu'il change le concept de travail, en fait. Donc le concept de force de travail a plus beaucoup de sens à partir du moment où on parle plus du même travail. Donc au final, oui, ce que dit Marx, quand Marx parle de ça, c'est
effectivement, on va dire la force de travail sur un marché capitaliste. Il décrit un fonctionnement plus qu'il ne le préconise. Mais c'est vrai que du coup, que ce soit typiquement, pour moi, Friot, c'est une bonne manière de remettre au goût du jour une prérogative communiste. Oui, absolument. Mais au départ, Friot, si je dis pas de bêtises, est ancré dans le réel. Au départ, il est dans une mouvance plus syndicaliste du communisme. Complètement. Mais d'ailleurs, il a un truc qui s'appelle le réseau salariat. Le réseau salariat, oui. Ouais, où est-ce que justement il bosse avec des gens sur des manières alternatives. Lui, effectivement. Mais d'ailleurs, c'est un conflit c'est un conflit, c'est pas un conflit. Mais ça te donnera peut-être raison, justement. Où est-ce que et pourtant les bouquins de Friot ils sont tout aussi longs et chiants que n'importe quel autre bouquin, hein. Mais... J'ai plus consommé Friot en vidéo pour le coup, qui est assez intéressant et sympathique à écouter. Il est trop de temps. Il est long, mais il a 2-3 pics bien placés. Oui, des fois il s'énerve, c'est marrant en plus. Voilà. Il y a pas longtemps, je regardais ça à Ivry, à l'université d'Ivry. Il y a 2 confs là qui sont sortis ces derniers mois. Une avec Lordon, et elle dure un truc comme 2 heures, tu vois. Et celle avec Friot, et je me suis dit autant c'est juste parce qu'il marque des temps comme ça. Elle dure 3h30. Elle dure 3 heures. Ouais. 3h30, oui. elle dure. Mais en tout cas, il y a ce truc, un peu ce désaccord entre les deux, où est-ce que, par exemple, Friot dit à Lordon, ouais, mais il faut aller sur le terrain. Ouais. Il faut machin. Et Lordon dit, oui, mais si je vais sur le terrain, j'aurais parti lié à... Si tu veux, j'aurais un parti pris qui serait capable de parasiter mon analyse. Oui, mais c'est pas une mauvaise chose parce que quoi qu'il en soit, il y aura un parti pris qui parasitera l'analyse. On a tous des affects. Alors c'est pas Lordon qui dira le contraire. Non. Donc on a tous des affects, donc autant les assumer pleinement et tout faire pour imposer sa vision de la société. Puisque j'imagine que si Frédéric Lordon écrit un livre, c'est pour faire infuser ses idées dans la société. Donc autant coller au plus près du réel en fait. Alors pas forcément. Et en ça, je trouve que Friot est beaucoup plus intéressant parce qu'il fait des livres, il fait des vidéos, mais il arrive avec une proposition. Il dit voilà ce qu'on peut faire dans le réel, comment on peut le faire. Après, on peut évidemment discuter de la mise en place en pratique, si c'est finançable, comment on le met en place vraiment, si c'est vraiment mettable en place. Oui, mais on peut toujours critiquer sur ça, avoir une critique politique. Est-ce que ces analyses chiffrées sont bonnes, etc. Mais là, déjà, on est ancré dans le réel et on peut dire, après une semaine d'analyse, c'est faisable, allez, on le fait. Psartec. Psartec. Alors qu'une fois qu'on a lu Lordon, on a envie de dire d'accord. Et après So what? Voilà. C'est ça que je trouve problématique dans la majorité de la littérature politique, on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est pas faux. Bah disons qu'après, après moi j'entends parce que pour le coup, tu disais Lordon, c'est pour infuser ses idées dans la société. Comme tous les écrivains. Ça dépend des livres, mais je pense que il y en a pas mal qu'il a écrit, notamment Imperium. Ouais, enfin, je pense que dans tous les cas, la majorité, à part les quelques derniers, je pense que Vivre sans, et je crois qu'il en a écrit un là qui s'appelle Désir de communisme ou un truc comme ça, là qui vient de sortir là il y a pas trop longtemps, et qui dit quelque chose, enfin je pense qu'il le dirait d'une manière, oui mais moi j'écris d'abord pour les académiciens. J'écris pour ceux qui pensent. C'est pour ça que c'est en conflit. Oui, mais c'est une manière détournée de dire la même chose. Parce qu'il veut que les académiciens s'imprègnent de ses idées pour qu'ensuite il les fasse infuser lui, en fait. Il passe par un proxy pour infuser ses idées. Mais concrètement, c'est la même chose. Oui, certainement. Ouais. Je pars du principe que si on ne veut pas que ses idées se développent, on n'écrit pas, en fait. On se les garde pour soi. Voilà, on se les garde pour soi, exactement. Et rien que le fait d'échanger, en fait, avec quelqu'un... Si on discute de politique avec quelqu'un, c'est pour essayer de transmettre un minimum d'idées. Pas nécessairement. Ou en recevoir. Là, oui. Mais c'est dans l'idée qu'il y ait un échange. Ouais. Un mouvement dans les idées, oui, du moins. Il n'est pas forcément tout le temps dans le même sens, mais il y a mouvement. Il y a un vecteur de même direction. Exactement. Mais pas forcément de même sens. Mais le vecteur est là. La direction. Mais ouais, carrément. Bah après, ouais, je sais pas. Je sais pas c'est quoi le dernier livre un peu... Raison pratique.
qu'on a croisé là tout à l'heure, de Bourdieu. Il y a beaucoup ce truc de et que font les syndicats, que font pas les syndicats et machin et tout. Maintenant, c'est vrai que je pense que le duo duquel on parle depuis tout à l'heure, Lordon, Friot, moi je trouve il y a beaucoup ce truc de comment dire. Lordon c'est la théorie et Friot c'est la pratique, quoi. Oui, exactement. Ouais. Oui. C'est-à-dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent Lordon s'extasie devant Friot, c'est en disant putain, c'est trop cool parce que c'est une super bonne mise en pratique. Oui, c'est une bonne mise en pratique des idées. Voilà. Je pense que le dernier bouquin, La Désir de communisme, il se fait beaucoup parce que souvent en conférence, on lui dit bon, ben nous on est d'accord. On fait quoi maintenant ? On fait quoi ? Il dit oui, non mais moi je sais pas, moi je suis pas bon là-dessus. Moi je suis pas bon sur on fait quoi. Je suis bon sur qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc je vous dis ce qu'il y a derrière. Et maintenant que vous connaissez les mécanismes, à vous de faire la chose, quoi. Je pense que ça peut même être encore pire de ne rien proposer, de présenter les problèmes, de les expliquer, et de rien proposer pour les résoudre. Parce qu'on montre aux gens, pour grossir le trait, regardez, le monde il est pourri, il fonctionne comme ça, et on les laisse comme ça. Face à leur malheur, on vient de leur dire que leur monde était pourri, et on leur propose aucune alternative. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Moi, je sais Donc, pas. quelque part, on pourrait presque se demander si c'est une bonne chose de leur avoir dit que le monde était pourri. Parce qu'à part les dégoûter à ces gens-là. Mais je pense pas. En fait, c'est marrant que tu parles de ça. C'est un truc qu'on pourrait faire pas qu'au niveau politique, mais même au niveau philosophique. Moi, je sais que typiquement, les premières fois où j'ai pris conscience du déterminisme. Spinoza sort de secours. Non, jamais. Mais même avant ça, tu vois, je vais même te dire, même avant ça, même avec Nietzsche avant, sur la généalogie de la morale ou sur le gai savoir et tout, j'avoue que il y a des moments où tu es bouleversé quand même. J'avoue. Oui. Il y a des moments. Bon, après, c'est des trucs où c'est pas tu le lis une fois puis t'es bouleversé. C'est en fait, il y a plein de petites choses qui infusent, puis éventuellement un jour, il y a un truc qui vient déclencher un peu tout ça. Et ce jour-là, t'es bouleversé. Oui. Le jour où tu te dis mais ah oui, quand même, si c'est terminé. Si c'était pas ça, ça aurait été autre chose. Hein, ce que je veux dire. Mais effectivement, détruire le libre arbitre comme on se le figure en première approximation, disons. Parce qu'en vérité, c'est jamais. Enfin, en philosophie, il y a plus de courants que. Soit c'est déterministe, soit c'est libre. Il y a des courants, comment ils appellent ça qui font la liaison entre les deux, qui disent oui, vous êtes déterministe. N'empêche que vous continuez à dire que vous êtes libre. Et vous continuez, je dis souvent cette formule-là, mais j'ai l'impression de choisir chaque mot qui sort de ma bouche. Et ce qui est marrant, parce que plus je le dis, plus ça fait formule, et plus du coup, ça n'est plus une phrase qui sort comme ça devient. Mais il y a quand même ce truc de, moi je pense que le dernier que j'ai eu, c'était vis-à-vis de la littérature anarchiste. Mais en philosophie, pas politique. Ah oui, non, j'ai lu Kropotkin, Bakounine, ce genre de choses. C'est vraiment. Mais c'est plus politique, il s'agit pas d'apprendre à. Je parle vraiment pas de politique ou de petits guides de je sais pas quoi, tu vois, de trucs terroristes ou je sais pas quoi, tu vois. Genre. Oui. Je parle vraiment J'étais pas vraiment sur cette branche-là de l'anarchie. Ouais, voilà. Je pensais plus à des bouquins d'anarchie russes plus anciens. Etc. Voilà. Ouais. Non, je parle vraiment de livres de philosophie. Qu'est-ce que c'est que l'anarchie ? D'où est-ce que ça vient ? Quelle est la différence entre l'anarchie construite par des philosophes et l'anomie, qui est la version bourgeoise de l'anarchie, c'est-à-dire il n'y a aucune forme d'autorité. Oui, l'absence de règles. Ce qui est en fait un homme de paille, peut-être l'homme de paille le plus dommageable aujourd'hui. Qui a été démonté pour le coup par des auteurs anarchistes très tôt. Ça, j'ai souvenir d'un tout petit livre qui doit faire 80 de pages, je pense. C'est La morale anarchiste, de je ne sais plus qui. Ah, je regarderai ça. Et c'est très très court, ça se lit vraiment en pour le d'heures. Mais en tout cas, je sais que voilà, quand effectivement je me suis frotté à l'âne arqué, l'absence de fondement, tout détruire en termes de valeur,
t'es un peu coincé, quoi. Mais Parce on est que- coincé si on propose rien. Une fois qu'on a dit il n'y a aucune valeur intrinsèque quelque part. Absolu, ouais. Ouais, voilà, absolu plutôt. Mais comme on veut faire société, on a une certaine vision de comment notre société voudrait fonctionner, même si on n'est pas tous d'accord. Toute l'idée du politique, c'est justement d'essayer de se mettre plus ou moins d'accord sur cet ensemble de valeurs. On va en fixer certaines, ou pas. D'autres diront qu'il faut pas en fixer. Ce qui est aussi une alternative d'organisation, hein, pourquoi pas. Mais certains vont dire il faut fixer des valeurs. On va fixer celles-là. On sait qu'elles ont aucun absolu, mais on les fixe. Et là, il y a une proposition. Depuis cette philosophie-là. Non, Mais c'est il faut que cette proposition soit faite. Sinon, on sombre dans le... Bah, t'as cité Nietzsche, c'est dans le nihilisme absolu. Et Nietzsche te dit qu'il peut pas y avoir de société. Non, mais c'est un peu ça le fond de l'affaire. C'est une fois que tu t'es confronté à la vacuité principielle, pour dire des mots pourris, mais au fait que ouais, il y a pas de valeur absolue. Sur le moment, c'est vrai que c'est des lectures qui souvent peuvent te laisser un petit peu sur le guet. C'est-à-dire, t'es un peu en mode putain, ok, mais alors du coup, parce que j'ai vraiment pas envie de tuer des petits chiens, moi, je trouve ça trop mignon, j'ai pas envie. Donc, et du coup, la reconstruire à la dure, on va dire, cette alternative, seul face à soi-même, c'est cool. Mais bon, je sais pas. Est-ce que le risque de l'alternative proposée, c'est pas justement que tu l'as pas construite, quoi? C'est-à-dire dans un moment de solitude, c'est-à-dire ah putain, effectivement, le monde est pourri, mais t'inquiète pas parce qu'on peut faire ça avec ça. Ah oui. Pour pas, tu vois ce que je veux dire, Oui. pour pas avoir à affronter la triste vérité entre guillemets. Oui, d'un côté, on trompe les gens concrètement en leur proposant une alternative, mais on les trompe, ce qui peut paraître un glissement qui peut être potentiellement dangereux. On les trompe, je pense, pour leur plus grand bien. Voilà, pour faire récupérer des phrases. Voilà, oui, mais c'est pour votre bien. Parce qu'on peut se dire que l'homme a besoin de valeur et que s'il y en a pas, il faut lui en donner. Bien sûr. Mais alors là, du coup, la question c'est plus. Donc après, il y a évidemment des dangers. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller en se réclamant du plus grand bien? Oui, du bien commun. Voilà, du De bien commun. l'intérêt général. De l'intérêt général, exactement. Alors moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que l'homme a besoin de valeur? Enfin, pour toi, hein. Oui, c'est mon avis, évidemment. Est-ce que l'homme a besoin de valeur? Du coup, il crée des valeurs? Ou est-ce que l'homme crée des valeurs? C'est drôle parce que là, on retombe en fait sur la critique des bouquins théoriques, en fait. Parce que concrètement, est-ce que c'est important que ce soit les valeurs qui précèdent leur création ou la création qui fait que l'homme a besoin de valeurs? Concrètement, on s'en fiche. Enfin, la critique que j'ai de la majorité de la littérature, c'est que c'est pas important en fait. Le fait est que dans le réel, les gens créent des valeurs pour faire société. Après, si c'est l'œuf ou la poule qui arrive avant, quelque part, c'est intéressant d'un point de vue purement intellectuel, mais c'est pas ça qui va nous aider à créer ces valeurs, à savoir lesquelles créer, tu vois, par exemple. Vis-à-vis de la problématique précédente, ça peut être important, parce que si je suis seul sans valeur, si on vient de détruire, on va dire, mon système de valeurs, si j'en ai besoin, l'alternative devient beaucoup plus importante, le fait qu'on me propose une alternative, que si en fait j'en ai pas besoin, mais naturellement j'ai tendance à en créer. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque un problème un peu anthropologique, c'est-à-dire. Oui, mais le principe de la valeur, c'est qu'il faut qu'elle soit créée pour pouvoir faire société. Si tu la crées tout seul, en dehors de l'alternative, tu es hors de la société en fait concrètement. Donc tu crées une autre société, pourquoi pas? Mais ta valeur n'a pas d'intérêt pour appartenir à la société. Alors. Elle en crée une nouvelle. Enfin, valeur, moi on pourrait mettre aussi des mots comme institution là-dedans. Alors après, j'ai envie de te poser la question du coup, est-ce qu'un homme seul, sur une île déserte... Bah c'est pas une société, donc quelque part... Ah, donc lui ne crée pas de valeur, donc? Si. Ah. Probablement, excellente question, je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il crée des valeurs?
FedEx, ça te parle? Oui, je pense qu'il crée des valeurs pour donner un sens à son existence, en fait. Mais on n'est plus dans la même problématique, puisqu'il crée pas, il se crée pas des valeurs pour faire société. Il est hors de la société, il est tout seul. Bah, les valeurs qu'on a pour faire société, on les acquiert en arrivant dans la société. Oui, mais quand t'arrives, il y a déjà du monde. Bah oui, donc il y a déjà Donc t'es des pas valeurs. tout seul. Tu te rappelles l'histoire du singe, là, avec la banane? Oui. Effectivement. Et pour moi, c'est pas problématique. Voilà. Tu peux rappeler l'histoire, peut-être? Je sais pas si j'ai déjà raconté ici. Mais c'est un singe. En fait, on prend un groupe de singes, c'est une expérience de pensée. Je l'ai piqué, alors je dois dire, parce que après, pour pas qu'on pense que c'est moi qui l'ai machin. Plagiat. Ouais, voilà. Je mets le petit air copyright. Je l'ai entendu plusieurs fois, mais la fois où ça m'a marqué, c'est Navo qui la raconte. C'est le coproducteur, réalisateur, écrivain de. Astronaute. Oui, ouais. Non, pas astronaute, mais de Ken Kojandi là, D'accord. ceux qui fait Bref, Ouais, celui qui fait Bloqué. Ils ont fait Serge le Mito. Enfin, ils sont sur plein de projets. Puis, de toute façon, il coécrit avec genre la moitié de la planète, ce gars. Mais donc bref, du coup ça et on prend un groupe de singes, on les fout dans une pièce, on met une banane en haut accrochée à un fil. Bon, au milieu de la pièce. Bon, assez vite, il y a un singe qui, lui, va vouloir se faire la banane. Il attrape la banane, et puis ça libère des seaux d'eau qui mouillent tous les singes. Donc, la fois d'après, parce que les singes n'aiment pas être mouillés, faut se dire ça, hein, pour l'expérience de pensée, quand il y a un singe qui s'approche pour attraper la banane, les autres le tabassent. Et puis, plus personne peut approcher la banane sans subir le courroux de la plèbe, voyez-vous. Sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on enlève un singe et on le remplace par un nouveau singe. Et lui, il connaît pas la règle. Donc il s'approche de la banane. Et il se fait tabasser par ses petits copains. Donc il s'approche plus de la banane. On enlève un nouveau singe. On remet un nouveau singe. Et hop, on fait le même test. Et au final, un par un, on change tous les singes et on se rend compte que plus personne sait pourquoi faut pas attraper la banane, mais dès qu'il y en a un qui s'approche, tout le monde lui tombe dessus. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu c'est la valeur précédente en arrivée, Oui. finalement. C'est l'institution précédente en arrivée, à laquelle tu adhères malgré toi, finalement. T'as pas vraiment le choix. C'est ce que je veux dire. Oui, on n'a pas le choix, mais après, toute la problématique, c'est est-ce que c'est une mauvaise chose ou pas? C'est ça qui est ancré dans le réel. C'est est-ce que le fait que ces valeurs soient là avant nous, quelque part, et qu'on doive s'y conformer, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Dans tous les cas, c'est la chose qui est là. Oui, voilà. Après, on peut se demander si c'est une bonne chose ou pas. Mais se demander pourquoi est-ce qu'elle est là, pour moi, ça a très peu d'intérêt, en fait. Parce que même avec beaucoup d'envie, il y aura toujours un système de valeurs en place. Il changera probablement, mais il y aura toujours un système de valeurs. Je sais pas, parce que justement, moi j'ai l'impression que savoir pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'on me tabasse si je veux prendre la banane, je veux savoir pourquoi. Après, je peux très bien dire, ok, en fait je suis d'accord avec le fait qu'on prenne pas la banane, parce qu'en fait ça fout de la flotte sur tout le monde, c'est chiant. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de faire chier tout le monde juste pour une banane. Et moi-même d'ailleurs en plus. Mais pour le coup, des fois, on pourrait rajouter un chapitre à cette expérience de pensée. C'est dès qu'on a remplacé tous les singes, on enlève les seaux d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, le contexte change. Quand il s'agit de pas manger de porc parce que on sait mal gérer les concentrations bactériennes, la conservation, etc., etc. À ce moment-là, il y a des seaux d'eau. Quand il n'y a plus les seaux d'eau, ça pourrait être intéressant de se dire tiens, pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas la banane déjà? Et à partir de là, tu veux, c'est un problème qui est très actuel. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, le contexte global change avec des problématiques écologiques évidentes, qui sont plus approuvées. Bon, là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a des trucs où on prend pas la banane, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, ah non, on va pas toucher à la croissance, tu vois, parce que sinon, il y a un seau d'eau qui va nous tomber sur dessus. Bon, alors, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce qu'en fait ce seau d'eau a jamais existé d'ailleurs? Oui. Donc j'ai l'impression que faire ce travail de
j'aime pas trop ce mot parce que maintenant en plus il est super machin, mais déconstruction, tu vois. Bon, ce travail de démembrement maintenant de plus en plus violent. Maintenant je dirais démembrement, voilà, où est-ce qu'on observe chaque jointure, etc. Bon, eh bien il est très important, non seulement, c'est-à-dire presque envie de dire d'un point de vue épistémique, c'est-à-dire vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire voilà, c'est d'un point de vue presque épistémologique, tu vois, c'est intéressant. Mais en plus pour les choix à venir, c'est-à-dire si dans mon référentiel je vois une banane et je sais que dans tous les cas celle-là faut pas la toucher. Bon, alors sur quoi est-ce qu'on peut jouer? Si on peut pas jouer sur la banane, sur quoi on peut jouer? En fait la banane on peut la prendre. Ça change le contexte, tu vois ce que je veux dire. Et du coup pour les choix politiques à venir, c'est-à-dire on revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est bien identifier les causes. Et une fois qu'on a bien identifié les causes dont les effets délétères sont les conséquences, on va pouvoir jouer sur les causes. Tu vois ce que je veux dire? Ton parallèle entre le porc et le PIB, en fait, je trouve ça intéressant parce que la lecture que j'ai sur le porc non, pour la problématique du porc, me pousse à dire qu'il faudrait pas toucher au PIB. Alors que je pense qu'il faut y toucher justement. Je sais pas que cette phrase. Oui, non, mais moi non plus. Mais ça vient de parce qu'en fait, on peut se dire que même s'il y a plus de seau d'eau, pour ton parallèle avec le porc. Ok, pas par rapport à la. Ok. Non, terrain glissant. Non. Mais justement, il faut s'arranger pour qu'elle le soit. Non. Si, pour récupérer ton parallèle avec les singes, voilà, plutôt. Si on part du principe. La classe. Qu'il y a plus de seau d'eau, mais que ta société s'est organisée en partant du principe qu'il y avait ce seau d'eau. La croyance ou la vraie présence, quelque part, c'est pas vraiment important. La croyance en la présence de ce seau d'eau, en fait, a été structurante pour ta société. Et on peut partir du principe que si du jour au lendemain, enfin, on peut se demander, du moins, pas partir du principe, on peut se demander si le fait de dire du jour au lendemain, en fait, il y a plus de seau d'eau, ce qui a en partie, évidemment, toute la société, c'est pas basé uniquement sur ça, mais ce qui a structuré votre société n'existe plus, que devient la société? Puisque une partie de sa matrice n'existe plus. Des mangeurs de bananes. Les mangeurs de bananes. Voilà. Évidemment, pour l'exemple avec les bananes, les singes qui a un seau d'eau ou pas, ils s'en fichent probablement. Je suis pas zoologue, mais probablement. Mais on peut se poser la question, par exemple, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, pour le porc. Si du jour au lendemain, dans tout le monde musulman, on dit, en fait, les gars... Ou aux juifs, même. Oui, aux juifs, exactement. En fait, le porc, vous avez droit. Est-ce que ça va pas chambouler, au moins en partie, leur société? C'est quand même important pour eux. Et si on transpose ça avec l'exemple du PIB, qui est largement structurant dans nos sociétés, que ce soit une bonne chose ou pas, hein, qu'on s'entende bien, ça pousserait à dire, pour éviter tout chamboulement dans la société, on touche pas au PIB. Évidemment, je suis pas d'accord avec ça. Mais si on tire le raisonnement jusqu'au bout, on aboutit à ça. Ouais, j'avoue. Alors comment tu vas faire maintenant? Je te laisse sur le guet, je te donne pas de solution. Excellente question. Non, alors si tu veux, je peux te donner un morceau de solution, qui est en fait juste une manière de renier le problème, parce que en vérité, c'est jamais arrivé que c'est pas arrivé, pour le coup, j'ai une vraie réponse en fait pour le PIB. Ne pas toucher au PIB, ce serait pour empêcher un chamboulement dans la société. Or, je pense qu'il faut chambouler la société pour qu'elle aille mieux. C'est un moindre mal, ouais. Donc, on peut toucher au PIB. Mais si on part du principe qu'il faut pas chambouler la société, effectivement, avec ce raisonnement-là, qui est peut-être, il y a peut-être une erreur, hein. Avec ce raisonnement-là, il faut pas y toucher. Disons que, comme je disais, c'est jamais arrivé que c'est pas arrivé, mais à chaque fois que, en fait, les sociétés ne changent jamais du tout au tout. C'est vrai. Je veux dire, là où je suis assez d'accord avec toi sur tout le propos que tu développes depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la théorie c'est bien sympa, mais au bout d'un moment il faut être un petit peu conséquent. C'est-à-dire, tu vois, moi je pourrais faire le même type de reproche bon, ça nous ferait dériver, mais juste pour l'exemple. Après, si tu veux, on ira vers là. Mais l'éducation qui se panne qui arbore des valeurs égalitaires, etc. Bon, ok, quel est l'effet de l'école? Et l'école, en fait, il fait pas de l'égalité, il fait de la reproduction, tu vois. Oui, elle fait même l'inverse, d'ailleurs.
Et tendance bah à oui, faire puisqu'elle l'inverse. reproduit un rapport de force qui Oui, en fait. forcément de génération en génération, Voilà. les écarts se creusent. Mais pour le coup, je pense que c'est ça un peu la raison. Si tu veux, c'est l'intérêt et la raison de l'échec des révolutions. Tu sais, moi je trouve ça souvent assez dommage. Les questions qu'il y a autour de la révolution, c'est souvent, oui, mais les révolutions, c'est bien. Et puis l'autre, enfin parce que dans tous les cas, il faut tout changer. Ouais. Et souvent, Ou elles sont vouées à l'échec. ou Oui, l'autre c'est banc, beaucoup- c'est souvent non, mais de toute façon, les révolutions, ça rate tout le temps. Le grand soir c'est bien, mais que dire du petit matin? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Avec des phrases marrantes en plus, mais en tout cas, c'est souvent des trucs à base de oui, mais ça rate. Et en fait, pourquoi ça rate? Ça rate parce qu'effectivement, ça veut tout changer d'un coup. Mais la vérité, c'est que ça change pas tout. La vérité, c'est que ça change là où ça peut changer. Et en Oui. tout cas, quoi qu'il arrive, même si ça rate, ça aura au moins amorcé un certain type de changement qui peut plus ou moins prendre racine par la suite. Après, Je veux on dire, peut. ce qui se passe, par exemple, en France, on pourrait même, j'avais parlé de 45-46, parce que c'est assez récent, mais on pourrait même prendre l'exemple de la Révolution, avec, voilà, ce qui se passe avec le prétoire, etc., puis l'arrivée de Bonaparte, qui veut tout défaire, mais à vrai dire, c'est trop tard, parce que la Révolution a déjà, même si elle a littéralement échoué, mais elle a infusé des choses qui, par la suite, feront retour, tu vois, et qui... certaines choses d'entre elles trouveront écho dans la commune, puis dans les mouvements anarcho-syndicalistes de la fin du 19e, puis dans les mouvements communistes aussi, etc., etc. En France en tout cas, hein, même ailleurs, mais qui aboutiront au programme des jours heureux. Tu vois ce que je veux dire? Et qui aboutiront, etc. Donc en fait, j'ai l'impression que les révolutions, ça tente des choses qui restent plus ou moins, et puis le reste du temps, les réactionnaires gagnent. Puis de tout d'un coup, il y a un grand coup. Puis les réactionnaires gagnent. On pourrait Ok. critiquer cette lecture parce que le fait que les révolutions échouent, Mhm. à plus ou moins court terme, par exemple en Russie par exemple, J'aurais été, tu sais, je vais te dire, juste par parenthèse, il y a une révolution que j'aurais bien voulu voir se développer, enfin voir qu'est-ce que ça aurait donné, c'est le Burkina Faso avec Thomas Sankara. Bon, en gros, le gars se fait oui, je buter, connais voilà. Bon. le monsieur. Pour nos auditeurs qui connaissent pas, en gros, ça marche très bien, trop bien. Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est l'État français qui les fait zigouiller. Qui le fait zigouiller et qui, en gros, graisse la patte bien à son bras droit, qui, en gros, le fait zigouiller lui et tous ses partisans. Et du coup, après, ça fait un espèce de criminel de masse qui, aujourd'hui, enfin, tu vois, je veux dire, bon. Qui aura Mais probablement un j'aurais prix Nobel bien de la voulu, paix. parce qu'il partait bien, lui. Il avait des prérogatives. Il avait foutu des ministres meufs parce que, bah, juste, elles étaient compétentes. Tu vois, enfin, elles étaient bonnes. J'ai dit, bah, c'est les femmes maintenant. Allez, hop. Tu vois, il va dans les petits villages. Il dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Des chèvres. Bon, ok, combien? Ok. Bon, bah, vous notez. Tu vois, je sais plus, je crois que c'est les 6 premiers mois, enfin, 6 mois au début de son arrivée. Il fait le tour du pays. Pas pour prendre des gens et les mettre à l'usine parce qu'on a besoin de ci ou de ça, mais juste dire qu'est-ce que vous produisez et venez maintenant on essaye de faire les trucs ensemble. C'est-à-dire, moi je tiens compte de ce que vous produisez, je veux pas vous changer votre vie, on va essayer de faire ça, mais on va essayer de la rendre un peu plus facile. Parce que là-bas il y en a un peu plus, là il y en a un peu moins, mais en même temps vous faites un peu plus de ça et là-bas il y en a un peu Oui, moins. ça rationalise un Ouais. minimum j'aurais bien- sans verser dans la logique purement Oui, technicienne. productiviste, Je sais pas si c'est. Ouais, un peu productiviste bas du front, on va dire. Mais en tout cas, ouais, j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait donné, ce machin. Mais enfin, bon, vas-y, pardon. Parenthèse Oui, je fermée. voulais parler de l'échec des révolutions à plus ou moins long terme. Tu disais que ça pouvait être une bonne chose dans le sens où ça faisait infuser des idées dans la société. Alors, mais d'un disons, je dis pas que c'est une bonne Je suis chose. pas complètement d'accord. Je dis que ça n'est pas rien. Oui, C'est surtout ça. ben, ça n'est pas rien. Le problème, c'est que si ça échoue trop violemment, Mhm. on peut avoir un refus de ces idées-là. Mhm, mhm. Et par opposition, construire un système totalement opposé, en fait. Ah. Oui, je sais pas si ça fait, j'ai pas d'exemple en tête de ça. Peut-être que ça existe, hein, je suis pas historien, mais
J'ai pas d'exemple de ça en tête. Pendant un certain temps, beaucoup d'idées communistes étaient très connotées URSS. Encore aujourd'hui d'ailleurs, avec beaucoup de gens, si on parle de communisme, on pense URSS, goulag, terminé. Oui, surtout. Oui. Ce qui n'est pas très intelligent, mais c'est le le schéma intellectuel de beaucoup de gens. Je pense que c'est sur le retour. Des deux côtés d'ailleurs, hein, d'un côté. Je pense que ça, c'est le retour de bâton réactionnaire dont je parlais. C'est-à-dire, Macron, c'est la 5e République, comme je disais tout à l'heure en antenne, à partir des années 70, c'est le retour. C'est le retour c'est notre Bonaparte actuel, disons. C'est notre Napoléon à nous. C'est-à-dire que c'est la réaction réactionnaire à la sécurité sociale, à tout un tas de choses dans le style, en fait. C'est-à-dire, c'est pas assez bourgeois. Je sais pas comment dire ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que je suis pas d'accord avec le terme réactionnaire, en fait. C'est une logique purement libérale. Et le libéralisme, c'est l'exact inverse de la réaction. Bah moi, j'ai pas l'impression. C'est le progrès perpétuel, parce que le marché demande un progrès perpétuel. Mais pas du tout. Un changement perpétuel qu'on appelle maintenant progrès. Ça là-dessus, je suis pas d'accord. Parce que réactionnaire, c'est... Non, ça là-dessus, je suis absolument pas d'accord, parce que le progrès que propose... puis en plus, je veux dire, on a une formation, toi aussi, tu as cette formation scientifique, tu as un petit peu de connaissances en histoire des sciences, vite fait, le progrès proposé par le néolibéralisme, ou le libéralisme tout court, voilà, ou l'ordolibéralisme, etc. Ça dépend à qui on demande. C'est pas un progrès ni en termes de valeur. Enfin, c'est un progrès qui est quand même uniquement et spécifiquement technique, et c'est un progrès à la condition qu'il apporte du profit. Il y a pas longtemps, j'ai une copine, allemande d'ailleurs, qui m'a envoyé un papier, qui m'a dit: est-ce que tu pourrais m'aider à traduire ça ? Je parle pas un mot d'allemand, je le dis tout de suite. Mais je pratique très bien le traducteur. Oui. Non, justement, en fait, elle avait fait une traduction, parce qu'elle parle français, et elle avait fait une traduction approximative, et c'est un projet de recherche qu'elle devait envoyer, du coup, et en allemand, et en français. Et du coup, ce qu'elle disait, c'est: j'arrive pas à traduire certaines choses. Et notamment, le titre de la 4e partie, ou 4e chapitre, je sais pas comment on appelait ça, 4e paragraphe, disons, qui était en gros les bénéfices à tirer de son projet de recherche. C'est-à-dire que tu es obligé de proposer, c'est pas tu recherches parce que tu t'es posé la question, c'est quel brevet je veux pouvoir tirer de ça. Oui. Tu vois ? Et c'est très souvent comme ça. Je crois, si j'ai bien compris, il y a sûrement pas que, mais il y a un peu les Américains et en fait surtout les Chinois. Mais sinon, en dehors, si tu fais des maths fondamentales, trouver des financements, mon gars, je te raconte pas, tu vois. Donc c'est des gens qui veulent pas inventer l'ampoule. C'est des gens qui veulent améliorer la bougie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois la différence ? C'est quand même pas la même chose. Et cette espèce d'innovation, ce progrès, tu remarques qu'il est plus trop là quand il s'agit par exemple de faire une scope. Quand il s'agit par exemple de prendre l'usine les usines fermées qui font de l'oxygène dont on aurait besoin dans les hôpitaux, machin, et qui du coup disent: ah non, on touche pas. On touche pas parce que c'est la propriété. Ben oui. Et donc, oui, mais ça, du coup, c'est tout sauf... Mais ça, c'est l'extension de la liberté individuelle. Mais pas du tout. C'est vu comme... J'ai dit progrès, mais c'est plutôt un changement. Progrès pas connoté positivement. Moi, j'ai pas du tout l'impression... Enfin, tu as l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements de rapport de force, toi, depuis le capitalisme ? Non. Il y a eu une accentuation, éventuellement avec des fluctuations, par exemple, à la fin de la Belle Époque. Oui, sur temps long. Sur temps long, il y a eu une... Mais il y a toujours... c'est comme ça d'ailleurs que le capitalisme structure la société. Le mode de production capitaliste structure la société. C'est, d'un côté, j'ai des bourgeois possédant de la propriété privée, de moyens de production. Puis après, j'ai des prolétaires que les bourgeois sont bien gentils de jeter un pécule en échange de la fortune qu'ils produisent pour les bourgeois. Donc, moi je vois pas en quoi ça c'est du progrès. Il y a pas de progrès là-dedans. Au contraire, c'est très figé. Et si demain tu disais à n'importe quel libéral, de toutes les sortes d'ailleurs, je vais voir Clément Caffin, et encore toi tu as quelques diplômes, mais
je vais voir une femme de ménage, tu vois, et puis je vais la mettre députée ou ministre du travail, tu vois. Eh ben, la plupart des libéraux diront ah mais non, elle a pas la formation, elle a pas le machin, elle y connaîtra rien, elle sera trop impressionnée. Enfin, tu vois, je veux dire, non. Oui, mais parce que là, il y a un repli quasiment pavlovien de classe, en fait. Ces gens-là, c'est pas réfléchi quand ils vont dire ils vont pas vraiment critiquer son absence de diplôme. Ils vont critiquer le fait que dans leur vision, elle prend la place à quelqu'un comme eux. Oui, c'est de la protection de classe. Non, c'est pas un jugement, c'est pas un vrai jugement. Oui, ils vont te dire qu'elle a pas les diplômes, mais c'est pas ça qu'ils lui reprochent. C'est une réaction. Ils lui reprochent pas son manque de diplôme. Ils lui reprochent sa position sociale. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça que. Mais on est de l'ordre de la réaction. Tu vois, par exemple, une lecture réactionnaire Ah, d'accord. Tu fais référence à réactionnaire au sens de réaction physique. Pour moi, réactionnaire, c'était revenir à l'ordre ancien. Dans ce sens-là. Le dernier sur lequel je suis tombé, c'est sur une approche, ce que pouvait être une lecture actuelle de la notion d'institution. Tu vois. Bon, après, je sais pas si c'est peut-être malin de parler de ça comme ça, mais l'institution, non, ça emmènerait à un trop long développement. Parce que juste tout ça, en plus, pour donner la lecture réactionnaire de l'institution, mais les libéraux pensent qu'il y a des choses qui sont naturelles. Ils pensent que, même si ils vont pas forcément te dire la main invisible du marché. Mais pour les libéraux, la liberté individuelle est naturelle. C'est la base de la théorie. Par exemple. Le libéralisme, au départ, c'est ça. C'est l'extension de la liberté individuelle. Au départ, c'est que ça. Hein. Dès que tu as une théorie qui va un petit peu à l'encontre de l'homo economicus, les libéraux boudent. Au bas mot. Sinon, ils protestent. Ou sinon, ils envoient la police. Ou sinon, ils envahissent. Donc, je veux dire, le fait que nous sommes des êtres d'instinct, voilà, externalisé de notre habitus, enfin de notre passé, etc., etc. Tout ça, en fait, dès qu'il y a une idéologie, d'ailleurs, si tu veux, dès qu'il y a une idéologie, il y a des gens qui sont pour le maintien de l'idée qu'ils se font de l'idéologie telle qu'elle, dans le marbre, etc. Puis il y a des gens qui sont pour que ça avance, ou que ça avance, en tout cas que ça change. Ça change, oui. Ou que moi, je dirais plutôt que ça s'adapte. Éventuellement. Parce que le contexte, lui, ne fait que changer. Le monde ne fait que changer. Peut-être l'arrivée de nouvelles choses techniques rend des contextes éducatifs, sociaux, de travail, quelquefois les bouleverse. L'arrivée de la machinerie en usine, l'arrivée de l'Internet dans la communication. Et du coup, rester dans des configurations antérieures, pour moi, ne peut emmener que au casse-gueule, quoi, si tu veux. Sauf si tu considères que l'ancien système de valeurs, l'ancien système cohérent, tu le considérais mieux que l'actuel. Et dans ce cas-là, tu vas contre, c'est toute la logique anti-technicienne, tu vas contre les progrès techniques. Et tu dis, il faut les refuser. Par principe. Par principe. Non, c'est pas vraiment par principe. Non, tu essayes de me piéger. Non. C'est pas par principe. C'est parce que tu considères que ce qui était avant était mieux. Pas au sens, c'était mieux avant, hein. Mais, tu considères qu'au niveau des valeurs promues, ce genre de choses, des méthodes de production, par exemple, la vie était meilleure avant. Qu'est-ce qui a changé? Le progrès technique. Donc, il faut aller contre ce progrès technique-là. Et après, tu peux tirer la logique jusqu'au bout en critiquant beaucoup plus que le progrès technique au sens matériel, et en faisant comme Ellul, en disant qu'il faut critiquer la logique technicienne, c'est la recherche de l'efficacité, qu'il faut aller contre la recherche de l'efficacité, que c'est le problème de notre société. C'est ce que lui appelle la technique avec un T majuscule. Ok. Très bon auteur, par ailleurs. Non, oui, c'est une... Pour raccrocher à des livres, par exemple, qui peuvent... structurer une pensée, c'est des livres que j'ai lus et lus. On est d'accord que dans tous les cas, cette vision antérieure, c'est une vision qui est au moins en partie, enfin, même je pense, qui est en très grande majorité fantasmée. Absolument, oui. On est d'accord. Parce que pour le coup, moi, je connais pas d'époque ni de lieu où c'était mieux pour tout le monde.
En général, c'est mieux pour certaines personnes. Oui, évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, j'ai l'impression que ça peut avoir quand même... Et là, il peut y avoir débat. Est-ce que on considère qu'il faut que ce soit mieux pour absolument tout le monde pour qu'on veuille y retourner, entre guillemets, hein, pour qu'on veuille y retourner? Il faut que tout le monde vive mieux qu'aujourd'hui? Ou il faut que seulement la majorité vive mieux qu'aujourd'hui? Ou il faut que certains vivent mieux aujourd'hui et les autres, dommage pour eux, quelque part? Et là, il peut y avoir discussion. Effectivement, s'il faut que tout le monde vive mieux, ça va être compliqué de trouver une époque. Mais il y a Philippe Biwix, c'est ça. Je connais, anti-technique. Voilà, ça typiquement, aussi. Oui. Qui est un ami à Jean Covici. On parlait tout à l'heure des changements climatiques. Un ami, je sais pas. Si, ils ont fait un finger review ensemble et plusieurs conférences ensemble. Ouais. Parce que pour le coup, je sais qu'ils sont en désaccord, mais en désaccord courtois, en tout cas. Mais effectivement, oui, Philippe Biwix propose des choses comme ça. Il dit, bon, ben... Mais alors lui, il a une espèce d'idée où est-ce qu'il veut pas réduire une certaine forme de confort. C'est-à-dire qu'il dit, moi je veux pas vous enlever la voiture, maintenant que vous êtes habitué. Mais par contre, votre voiture, elle va faire 400 kilos de moins. Votre voiture, vous aurez pas la super clim, machin, etc., etc. Et puis comme ça, ben, en fait, vous allez voir que déjà vous allez consommer beaucoup moins, vous allez produire beaucoup moins de machin, etc., etc. Je sais pas si... Ce qui peut être problématique si on est dans une idée de critique radicale du système, puisque tu sors pas du système concrètement. Vas-y, développe. Tu argumentes sa position, et ses idées, elles sont argumentées par une idée de profit. Pourquoi est-ce que mon idée est bien? Parce que vous allez dépenser moins, il y a toujours un rapport à l'argent qui est très présent, et on sort pas vraiment il va toujours falloir les acheter, ces voitures, toujours les mêmes personnes qui vont les produire, de la même manière. Seule chose qui change, c'est qu'on aura chaud dedans et qu'on ira moins vite, concrètement. C'est pas vraiment un changement de système. Ouais, qu'on ira moins vite, pas nécessairement. Je pense parce qu'il a aussi une critique de la cylindrée, du poids, de la sécurité aussi. Les voitures seraient moins... disons que des voitures qui peuvent aller à 220, alors que partout en Europe, je pense que le maximum, ça doit être 130 ou 140 quelque part en Allemagne. Sauf sur l'autobahn en Allemagne. Oui, non mais... D'accord, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, évidemment. Effectivement, ça peut avoir ses limites. Maintenant, je sais pas. Moi, je pense que... Après, c'est un début. Je suis absolument d'accord. C'est un début. Mais si on est dans une idée de critique, qu'on pense que le système est fondamentalement vicié et donc il faut le changer, on peut avoir l'idée que toute critique interne au système n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais, en fait, c'est une critique, je pense, qu'on peut faire. Critique qui est produite par le système. Ouais. Oui, mais alors du coup, c'est là où tu te retrouves embêté. Parce qu'il faut produire une critique ex nihilo et que c'est difficilement... pas forcément ex nihilo, mais en tout cas... Ou d'un autre système, mais dans tous les cas, est-ce qu'une critique extérieure au système est audible à l'intérieur du système? À l'intérieur du système, oui, effectivement. Il y a un problème de cohérence, je suis d'accord. Donc, mais bon, pour le coup, effectivement, effectivement, l'idée de Biwix est très bien. Elle a pour limite, effectivement, le fait... des valeurs marchandes de ces objets. C'est-à-dire qu'effectivement, si tout ça, du coup est moins cher, effectivement, en fin de course, il y a un ouvrier qui est moins bien payé pour que le propriétaire puisse faire toujours autant de dividendes. Donc, mais alors, là, c'est dans une problématique dans le système. Et c'est là où est-ce qu'on pourrait s'inspirer du coup de Frio. C'est-à-dire que si le gars, il est payé pour sa qualification... Oui, absolument. Philippe Biwix a raison. Donc moi je dis prochaine alliance, Philippe Biwix. Bernard Friot. La décroissance et le salaire universel. Non, le revenu universel. Non, je crois que c'est... je crois que c'est le... il veut pas parler de salaire, je crois, parce que... Alors, de toute façon, c'est pas compliqué. C'était quoi le truc de Benoît Hamon? Le revenu de base. Le revenu de base, donc c'est pas ça. Donc c'est le salaire... À vie, non. Salaire à vie. Non, c'est pas salaire à vie, je crois. Que c'est salaire à vie. Enfin, l'idée est là, concrètement. Ah putain, vas-y. C'est de la triche. Je doute que... Mais ouais, non, faudra regarder. Je pense que c'est salaire universel d'existence, ou revenu universel d'existence. Non, il me semble que c'est salaire à vie, moi, maintenant. Non, je crois que c'est ça, mais il a un bouquin qui s'appelle Salaire à vie. Peut-être. Mais l'idée, c'est celle-là, en tout cas. Mais oui, concrètement, si tout le monde est payé, quelle que soit sa productivité, au sens de quelle que soit la valeur marchande de ce qu'il produit, effectivement, la critique peut se tenir. Mais ça demande
Là, pour le coup, on n'est plus dans une critique interne au système, puisque le système terme change exact, radicalement. c'est salaire à la qualification personnelle. Mais effectivement, c'est souvent résumé par le salaire à vie. Et c'est dit que, et même lui, il utilise salaire à vie. Ouais. Soit. Alors, salaire à vie. On le saura. Mais oui, non, en tout cas, ouais. En tout cas, c'est vrai que bon, là, on arrive doucement à la fin. À la fin, tu vois, 1 heure, ça passe vite. Effectivement. Effectivement. Mais oui, non, pour le coup, j'avoue que cette limite de... Je sais pas si vraiment le recul technique est vraiment une... Comment dire ? D'une certaine manière, une option envisageable. C'est compliqué, quoi. En fait, généralement, la politique, c'est pas facile. Non, mais c'est Hollande qui avait dit ça, non ? Ouais, mais vous savez, c'est pas facile. Ouais, Oui, il avait pas tort. Ouais, pour lui, oui, effectivement. Mais, enfin, tu me diras, pour lui, ça devait pas être très compliqué non plus. Il avait qu'à faire ce qu'on faisait avant. Mais, il préparait le terrain pour le prochain. Mais pour le coup, non, j'ai l'impression que, tu vois, il y a une espèce d'adéquation cruelle entre aujourd'hui ce qui est nécessaire vis-à-vis de l'urgence écologique, qui pourrait avoir de conséquences assez lourdes pour beaucoup de gens en fait. Et d'un autre côté, l'inertie inhérente aux formes institutionnelles, tu vois. Les mécanismes de reproduction, même en dehors de ça, tu vois, les résistances au changement, le fait que surtout, même sur une révolution, à vrai dire, tu peux jamais vraiment tout changer. Enfin, tu vois. Puis c'est surtout qui va faire soit l'impulsion, soit voter pour des gens qui proposent ça, ou faire la révolution pour vivre moins bien au niveau matériel. Moi, en fait... Oui, au niveau individuel, on peut trouver des gens. Mais c'est pas un projet pour lequel 40 millions de personnes vont être d'accord. Déjà, pour le coup, enfin, je te prends un truc à la con, mais t'arrêtes l'avion. D'accord ? Tu dis maintenant, l'avion, c'est rideau. Tu vois, sauf exception, c'est rideau. Rien que les vols intérieurs, c'était une idée... Toi, tu étais où il y a 1 semaine ? Loin. J'étais à Grenoble il y a 1 semaine. Voilà. Et comment t'es arrivé à Corté ? Voiture et bateau. Voiture et bateau. C'est difficile de faire autrement pour venir en Corse. Bon, ben, du coup, pourtant il y a des avions, il y a des aéroports. Voilà. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui prennent l'avion, et c'est pas trop toi et moi, quoi. Tu vois ? Éventuellement, on va prendre 1 fois dans l'année, 2 fois, maxi. Tu vois ? Mais c'est vraiment... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je prends pas l'avion, parce que, de toute façon, j'ai pas le pognon. Donc, en fait, c'est une problématique qui, nous, notre confort serait pas forcément heurté. Tu vois, je pense que si on... Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de... Si tu veux, il y a beaucoup de gras à découper. C'est ça que je veux dire. Oui, mais le problème, c'est qu'il y en a trop pour qu'on soit pas impacté. Parce que concrètement, si tu veux respecter, par exemple, puisqu'on est sur l'écologie, pour prendre un objectif chiffré, qui est ceux du GIEC, je crois, c'est... Le GIEC, ils sont désespérés. Pour être tous les 2 ans, ils nous rajoutent 1 degré. Pour être voilà, justement. J'exagère, mais à peine. Mais oui, et justement, ils sont désespérés. Et pourtant, si tu veux respecter, par exemple, 2 degrés ou 2 degrés et demi, je sais plus, il faudrait faire 5% de croissance en moins tous les ans. Qui veut faire 5% de croissance en moins tous les ans pendant 20 ans ? Mais oui. Alors que là, on a fait... en tout cas, pas les gens qui pensent que la croissance telle qu'on la calcule aujourd'hui est viable. C'est pas un projet qui fait rêver. Parce que les gens, ça nécessite... c'est pas vraiment un truc dont on se représente bien. Mais si quelqu'un vient de demander, d'accord, moi je suis chaud a priori, c'est bien, c'est pour sauver la planète. Ça fait quoi 5% par an ? Mais historiquement, il n'y a pas 50 000 exemples. Hein. C'est le Covid, la destruction de l'Allemagne nazie, intégrale du pays. C'est ça, 5%. Hein. Oui, c'est une récession. C'est ça, 5%, c'est ça. Et c'est ça tous les ans. Donc alors, là, c'est dans l'esprit, c'est un Covid de plus tous les ans. C'est pas un Covid tous les ans. C'est ça, pour se représenter. Ce qui peut éventuellement faire un changement de paradigme, c'est crise sur crise. Moi, il y a, pour citer le philosophe, je ne crois plus au tribunal mais à la guerre. C'est Damso. C'est pas vraiment philosophe, mais c'est un poète.
Mais pour le coup, non. C'est une question à se poser aussi, qu'on n'aura pas le temps de développer, mais jusqu'à quel point la crise est souhaitable, tu vois ? Et est-ce qu'il y a une alternative à ça ? Parce que franchement, eux, ils ont l'air de vouloir foncer dans le mur, quoi. Tu vois ? Eux, ils ont vraiment l'air de vouloir continuer. Oui. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que, comme je disais, si on interdit les galardos, et si on interdit... C'est pas très libéral, ça. Bah ouais, mais Pas du tout, j'en ai même. rien à foutre. Moi, il l'achète, je lui casse. Tu vois. Non, mais, je veux dire, si on... D'ailleurs, je pense que d'ailleurs beaucoup du problème vient de la propriété privée. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Mais c'est même la notion de propriété, en fait, est pas mal à repenser. Mais si tu veux, oui, je pense que si tu interdis... des maisons comme j'en ai nettoyées, où est-ce qu'il y a plus d'étages que de gens qui habitent dedans, et que, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est si tu veux, je vois du gras à enlever partout, très franchement. Oui. Et moi perso, avec mes murs troués et mon toit qui fuit et mon chauffage mal isolé et puis mon internet. Franchement, c'est tamam, quoi. Je veux dire, ça va. Franchement, moi, je suis pas malheureux. Je suis même content. Et puis, je vais même te dire pire. Je ne désire pas plus. Tu vois ? Donc, à vrai dire, j'ai l'impression que dans tous les cas, avant que moi je le sente, avant que les pauvres le sentent, tu vois, il se passerait beaucoup de temps. Seulement, on s'en rend pas compte forcément parce que ceux qui sont sur les plateaux à nous dire « Ah, ça serait horrible », c'est des gens que ça impacte. Donc, forcément, eux, ils boudent. Mais j'ai envie de dire, je les emmerde. Même si ça touche autant ceux que tu viens d'appeler les pauvres, c'est triste à dire, mais concrètement, ils sont habitués en fait à être touchés. Ils le ressentiront peut-être moins en fait. C'est bon, venez, je vous attends. Voilà. Non, mais c'est triste, mais quelqu'un qui a l'habitude de subir les coups durs de la vie, un de plus, ça le surprend pas, quoi. Donc au final, ouais. Alors que le mec, il est bourgeois depuis 200 ans, il roule sur l'or. Du jour au lendemain, on lui dit, bah Coco, la fête est finie. Lui, il va le ressentir. Oui, mais on l'emmerde un peu, non ? Absolument. J'ai pas absolument. Merci. Non, oui, moi je suis entièrement d'accord. Moi, en tout cas, je veux pouvoir emmerder les bourgeois. Quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est eux qui ont commencé en plus, donc pour te dire. mais ouais, non, ouais, j'avoue, ça fait une bonne touche de fin. En réclamant le droit de pouvoir emmerder emmerder les bourgeois parce qu'ils ont commencé. Mais ouais, d'ailleurs, même je vais même te dire mieux. Je pense que si en ce moment ils prennent autant leurs aises, c'est parce qu'on les emmerde pas assez. Ah oui, ça c'est une certitude. Mais je pense que comme pour les défendre un petit peu, ils auraient tort de pas le faire. Bien sûr, mais c'est comme dit Franck Lepage un petit peu quelque part. C'est quand t'as un parti communiste à 30% et armé, tu te poses des fois la question. La réforme de la retraite, t'y réfléchis quoi. Ouais. Là, quand t'as une gauche, mais c'est-à-dire, je parle pas que d'une gauche politique, je parle même d'une gauche dans la tête des gens, et qui a aucune forme de puissance physique à la disposition des opprimés. Bon, je suis pas en train de faire un appel à quoi que ce soit, mais je veux dire, s'ils ont pas peur, bah forcément ils y vont franco. Ce qui manque, c'est qu'ils aient un petit peu les chocottes, peut-être. Voilà. Ça fait une bonne touche de fin. Absolument. J'en attendais pas moins d'un entretien avec toi, Clément. Je suis très content. C'était un plaisir. Chers auditeurs, Radio Neb 90.6, à plus. Bisous. Non, pas bisous. Si, bisous. Gifle. À bientôt.